Merci beaucoup. Un petit mot d'abord pour déjà vous saluer toutes et tous et aussi vous dire que je suis très honorée d'être invitée par la Ligue des droits de l'homme et d'avoir l'occasion de m'exprimer en si bonne compagnie. Comme l'a dit Daniel, c'est une association qui a bercé mon enfance et donc ça me fait un petit quelque chose d'être devant vous aujourd'hui. Donc moi je suis porte-parole d'un très jeune collectif, vous l'avez dit Gérard, un collectif qui s'appelle Nos Services Publics, qui est né il y a 2 ans. Face au constat qu'il existait assez peu de paroles de l'intérieur des services publics pour décrire le fonctionnement des services publics, leur dysfonctionnement aussi, et aussi éclairer les choix politiques et leurs conséquences pour le service public et évidemment pour leurs usagers. Et donc on est un collectif, pas de fonctionnaires mais d'agents publics, c'est-à-dire qu'on a énormément aussi d'agents contractuels. Et puis il y a quelques personnes qui ne sont pas agents publics mais qui sont particulièrement sensibles à la cause des services publics et ils sont évidemment toujours les bienvenus dans notre collectif. Je vais essayer de concentrer mon intervention sur, d'une part, les constats qu'on dresse, nous, sur l'état des services publics. Et vous l'avez dit, Gérard, on a produit un rapport qui s'appelle « Rapport sur l'état des services publics ». Ça n'est pas très original. Il se veut un rapport annuel, donc ce serait la première édition d'un rapport annuel. Il est présent sur notre site internet, vous pouvez le retrouver, nosservicespublics.fr. Et il sera bientôt publié en librairie. Et je vous annonce en avant-première qu'il sera préfacé par Anicet Le Porce et nous en sommes extrêmement honorés. Et donc il sortira en janvier en librairie, vous pourrez l'acquérir en librairie. Nous sommes très contents de cela. Et ensuite, j'essaierai de dresser quelques pistes, puisque la question c'est les services publics ont-ils un avenir? Je vous divulgage, comme on dit en français, la réponse. La réponse est oui, les services publics ont un avenir. En tout cas, nous le défendons et nous espérons que nous pourrons être des acteurs actifs de ces services publics. Qu'est-ce qu'on peut constater dans les décennies récentes et dans la situation actuelle? Ce qu'on constate, mais je pense que ça c'est une surprise pour personne dans cette salle, mais même pour des gens qui seraient moins sensibles à la cause des services publics, on constate un effondrement des services publics. On l'a constaté en particulier à l'aune de la crise sanitaire, lorsque l'afflux de patients dans les hôpitaux publics était tel que les hôpitaux ne pouvaient pas suivre. En réalité, ça a mis en exergue une situation qui était présente avant, mais on se posait beaucoup moins la question. Mais c'est aussi le cas dans l'éducation, c'est aussi le cas dans la justice. Par exemple, nous, on a des magistrats qui nous expliquent qu'ils sont juges aux affaires familiales et qui doivent renouveler des décisions qui concernent des petits-enfants sans rencontrer les familles parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc c'est absolument absurde. On constate une accumulation de situations absurdes. Daniel l'expliquait, où en fait l'usager n'est plus du tout mis au cœur des services publics. Dans notre rôle aussi, à nos services publics, c'est de mettre la lumière sur la situation des agents publics. Et on a mené pour ça une grande enquête pendant 4 mois sur la crise de sens, parce qu'il a révélé une crise de sens au sein des agents publics. C'est une enquête qu'on a menée en ligne auprès de plusieurs milliers de personnes. On a recueilli 4500 réponses et 3000 témoignages. Donc ça n'a pas une valeur scientifique, mais ça a une valeur quand même illustrative qui nous semble assez intéressante. Ce qu'on constate, c'est que la plupart des agents publics ont rejoint le service public avec comme raison principale le souhait de servir l'intérêt général. Donc cette réponse-là vient bien avant, par exemple, la stabilité de l'emploi ou encore la rémunération, et pour cause, et que aujourd'hui, une très grande majorité, 80% des répondants, nous disent qu'ils sont confrontés régulièrement ou très fréquemment à un sentiment d'absurdité dans l'exercice de leur travail. Ce dont on se rend compte, c'est que souvent, les agents publics ont perdu un peu le sens de ce qu'ils faisaient et n'ont plus l'impression que leur rôle premier est de servir l'intérêt général, de servir les citoyens. Ça se traduit par une crise d'attractivité majeure au sein de la fonction publique. On constate, à titre illustratif, que le nombre moyen de candidats au concours de la fonction publique est passé de 16 en 1900, pour un poste offert, excusez-moi, est passé de 16 en 97 à 6 aujourd'hui. Donc on constate quand même un effondrement dans l'attractivité du service public. Bon, ça c'est une image assez, enfin c'est un constat assez sombre, je pense qu'on partage tous ici. Ce qui nous a intéressé dans notre rapport sur l'état des services publics, c'est de répondre à un apparent paradoxe qui est: on passe notre temps à entendre que les services publics s'effondrent, mais on passe aussi notre temps à entendre que les dépenses publiques explosent et qu'elles n'ont jamais été aussi élevées.
Est-ce que quelqu'un dit faux là-dedans? En réalité, non. On a essayé donc de résoudre ce paradoxe en se concentrant sur 4 secteurs clés de l'action publique: l'éducation, la santé, les transports et la justice et la sécurité, qu'on a traités ensemble. Et on a constaté les éléments suivants. Premièrement, on remarque que les besoins sociaux augmentent beaucoup plus vite que les moyens. Et donc les moyens augmentent, c'est un fait. Il y a par exemple plus d'agents publics qu'il n'y avait il y a quelques décennies. Il y a eu des augmentations du nombre d'agents publics assez différentes en fonction de la fonction publique regardée, considérée. Mais globalement, on constate plutôt une augmentation du nombre d'agents publics, fonctionnaires et non fonctionnaires confondus. On constate aussi que les moyens augmentent globalement, les dépenses publiques augmentent, mais en réalité, ça cache le fait que les moyens, les besoins sociaux, augmentent beaucoup plus vite que les moyens. Et donc, vous avez 2 courbes qui s'éloignent progressivement. Il y en a une qui augmente tout doucement et l'autre qui augmente très vite. Et l'évolution des besoins sociaux, c'est pas seulement une évolution des préférences du corps social, mais c'est aussi une évolution, par exemple, de la démographie. Vous avez beaucoup plus de personnes qui sont âgées et donc qui ont besoin davantage de soutien, notamment médical. Vous avez aussi une explosion du nombre de maladies chroniques, donc qui adresse des besoins supplémentaires, des demandes supplémentaires sur le système de santé, mais vous avez aussi des évolutions extrêmement positives, comme une augmentation très importante du nombre de bacheliers qui donc se tournent très naturellement vers l'éducation, vers l'université par exemple. Et ça, ce sont des besoins croissants, des besoins sociaux croissants adressés au service public. Il y a aussi des choses qui sont liées à l'évolution du corps social, par exemple, et c'est bien normal et légitime. On est de plus en plus conscient des violences contre les femmes, de l'existence de violences contre les femmes, et donc on demande, par exemple, au système, à la justice et au système de sécurité de répondre à un besoin qui auparavant existait, mais qui était moins révélé, je dirais, dans le corps social. Donc on constate vraiment un écart croissant entre les besoins et les moyens, quand bien même les moyens augmentent, ils n'augmentent pas du tout assez vite pour répondre aux besoins croissants de la société. Le deuxième constat que l'on fait avec ce rapport sur l'état des services publics, c'est que cet écart croissant que je viens de décrire laisse une place de plus en plus importante à une offre privée de prise en charge des besoins. Ça, l'intervenante dans la table ronde précédente l'a bien expliqué, en tout cas l'a esquissé, Marion Fontaine. Ce qu'on constate, c'est que vous avez une explosion d'une offre privée qui est pourtant solvabilisée par la puissance publique, qui vient répondre à des besoins qui ne sont aujourd'hui plus pris en charge par la puissance publique. Je pense notamment à la santé. Vous avez de plus en plus, enfin en tout cas en proportion, il y a de plus en plus d'établissements privés, y compris à but lucratif, qui vient répondre aux besoins de santé de la population, simplement, et ça n'est pas du tout un détail, c'est une offre qui est plus chère, qui n'a pas du tout les mêmes contraintes en termes de prix appliqués aux différents actes, mais elle reste solvabilisée par la puissance publique. C'est pareil pour l'éducation. Vous avez, alors c'est en proportion, ça ne bouge pas, en effectif ça ne bouge pas beaucoup, mais c'est très marquant en termes de milieu social d'origine. Vous avez de plus en plus d'enfants de milieux sociaux aisés et surtout très dotés en capital culturel qui sont dans les établissements privés, qui sont, eux, financés en très grande partie par la puissance publique. Les écoles privées sous contrat sont financées par la puissance publique. Et là, ça fait le lien avec le troisième constat qu'on dresse, c'est une augmentation des inégalités entre les citoyens du fait du service public, alors même que le service public est destiné normalement, enfin un des rôles du service public, c'est de réduire les inégalités, notamment l'école, c'est un très bon exemple. Normalement, tout le monde est égal devant l'éducation, tout le monde doit avoir accès à la même éducation, et là, on constate que cet écart croissant, que la place prise par le secteur privé là-dedans, conduit à une offre qui est différenciée en fonction des moyens des citoyens. Donc non seulement le service public ne parvient plus à jouer son rôle de réduction des inégalités, mais en fait, d'une certaine façon, il participe à accroître ces inégalités. Et le dernier constat que nous dressons dans ce rapport, c'est le fait que le rapport des citoyens au service public se dégrade. Daniel en a très bien parlé, mais ça c'est lié aussi aux pressions qu'il y a sur les moyens du service public. Donc par exemple, quand on multiplie les démarches numérisées
mais qu'en face, et c'est souvent le cas, on réduit les effectifs d'accueil des usagers, eh bien vous créez de fait des fortes inégalités entre ceux qui parviennent à utiliser les outils numériques. On ne dit pas du tout que la numérisation est en soi mauvaise, mais on dit, d'ailleurs dans le sillage de la défenseur des droits qui l'explique très bien, y compris dans son dernier rapport, on dit qu'à chaque fois qu'on a une démarche numérique possible, qui est très bien pour des gens qui savent se servir d'un ordinateur, eh bien il doit y avoir une alternative, et une alternative physique. Or, quand vous avez de plus en plus de mal à accéder au service public, eh bien évidemment vous vous sentez coupé du service public et une forme de défiance envers le service public s'exerce. Il y a l'exemple de la numérisation, mais il y a aussi, on pourrait trouver bien d'autres exemples. Quand vous avez toutes les maternités autour de vous qui ferment et que vous devez faire 80 km pour aller accoucher, ça crée aussi la défiance, vous avez l'impression, un sentiment de solitude. Les déserts médicaux créent aussi ce sentiment-là. Je vais essayer d'être un peu plus rapide sur la suite. On a essayé de s'interroger sur comment on en est arrivé là. On a identifié 2 raisons principales, mais un peu pour le goût de l'exercice intellectuel, parce qu'en fait, ces raisons-là sont extrêmement liées. La première raison, c'est qu'il existe des textes qui ont gravé dans le marbre la limitation de la dépense publique, et en particulier la dépense publique liée à l'emploi public. C'est une tendance de long terme qui n'est pas liée spécifiquement au pouvoir en place, même si le pouvoir en place semble avoir embrassé cette logique. L'idée, c'est on a progressivement inscrit dans nos textes de loi et des lois organiques l'idée que les dépenses publiques devaient être contenues, et en particulier qu'on ne pouvait pas augmenter massivement les dépenses pour l'emploi public. Ça a eu un effet extrêmement important, parce que par exemple souvent l'enveloppe, le plafond d'emploi, ça s'appelle en termes barbares, à la disposition d'un décideur public qui travaille par exemple dans un ministère, est extrêmement contrainte, et s'il souhaite honorer une mission supplémentaire qu'on lui demande au demeurant d'honorer, eh bien il doit souvent externaliser cette dépense, car il ne peut pas embaucher des fonctionnaires supplémentaires. La deuxième raison, et qui est extrêmement liée à la première, évidemment les deux se nourrissent, c'est une question d'ordre culturel qui est liée à notre sens, à la diffusion d'une idée selon laquelle le secteur privé ferait systématiquement mieux que le public, et que le public devrait s'imprégner davantage des méthodes de management et d'organisation du secteur privé. Et donc ça a conduit à une réduction progressive de la taille de l'État, ou en tout cas du champ couvert par les services publics, progressivement par délégation de prestations au privé, y compris des prestations intellectuelles. Recourir à un cabinet de conseil pour réorganiser le fonctionnement d'un ministère, par exemple, ça, c'est typiquement le genre de choses qui est extrêmement développé aujourd'hui, qui est extrêmement développé, je dirais, depuis la fin des années 2000, et ça a récemment fait scandale, et ça nous semble assez heureux, notamment dans le sillage du rapport du Sénat sur ce sujet, que je vous invite à consulter. Et nous avons aussi produit une note importante sur les externalisations que vous pouvez retrouver sur notre site. L'aspect culturel se voit aussi dans les messages qui sont adressés aux agents publics. C'est très important pour nous, le collectif Nos Services Publics, mais quand vous dites à des cadres de la fonction publique, en réalité, on va se tourner vers vers un cabinet de conseil pour nous proposer une réorganisation du service, vous dépossédez totalement les agents publics de leurs prérogatives en matière de prestations intellectuelles. Enfin, normalement, le rôle d'un cadre, c'est de penser l'organisation de son service, et c'est de pouvoir proposer des réformes en lien avec l'objectif qui est le service de l'intérêt général, ce qui n'est évidemment pas l'objectif d'un cabinet de conseil. C'est son travail, c'est de gagner de l'argent, et c'est pas répréhensible en soi. Enfin, on pourrait en discuter si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif n'est pas du tout le même, et donc ça n'est pas sans conséquence et sans signification de confier des prestations intellectuelles à un cabinet de conseil plutôt qu'à des agents publics. Et ça a eu un effet néfaste sur toutes les strates de la fonction publique et des agents publics, de leur dire en fait vous êtes substituables et on peut se tourner vers des prestataires privés pour effectuer vos missions. Et on parle évidemment pas que de missions intellectuelles, on peut penser à tous les pans de missions en matière de numérique et d'informatique qui ont été délégués au privé, avec probablement plus que probablement, c'est un euphémisme, des conséquences très importantes en matière financière, et donc de coûts pour la puissance publique. Je viens de dresser un tableau très sombre. Maintenant, parlons des solutions et de quel avenir nous aurions pour le service public, et je vais aller vite. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut absolument, on est dans un moment charnière, on a tous constaté, et même le discours politique actuel constate les lacunes du service public, dit le service public s'effondre. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut maintenant passer de la parole aux actes. C'est déjà bien
que même les gens qui n'y étaient pas très sensibles auparavant se rendent compte maintenant qu'on est dans un moment de bascule pour le service public et qu'il faut absolument réinvestir dans le service public. Je pense que c'est la question de la transition écologique rend cette question extrêmement cruciale pour les années qui vont venir. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie selon nous? Qu'est-ce que nous devrions faire? On considère d'une part qu'on doit absolument repartir des besoins auxquels on entend répondre collectivement, puis on peut aborder la question des moyens, et pas l'inverse. Le service public a depuis des décennies été regardé comme par le prisme du coût budgétaire avant toute chose. Nous on dit c'est important de regarder la question budgétaire, on ne dit pas du tout qu'il faut en faire fi, mais qu'il faut d'abord se demander de quels besoins on parle et auxquels besoins on entend répondre collectivement. Est-ce qu'on doit éduquer nos enfants en socialisant la dépense? À notre sens, oui. Et donc, on regarde les besoins, on fait une cartographie des besoins, et ensuite, on regarde quel besoin doit être accolé à ce besoin, quels moyens. Et donc, ça implique de faire évoluer fondamentalement le cadre de pensée sur la dépense publique. Ensuite, on adopte, à notre sens, il faut adopter un changement d'approche vis-à-vis du terrain. On dit souvent on fait confiance et on se fait confiance. Normalement, les agents publics savent faire. Quand on leur donne les moyens suffisants, ils savent travailler correctement. Donc, on arrête d'avoir recours en permanence à des cabinets de conseil pour réfléchir à notre place. Et on écoute les agents sur le terrain et les échelons intermédiaires. On l'a vu notamment à l'hôpital pendant la crise du Covid. Tous les agents disaient c'est incroyable, c'était très dur, le quotidien était affreux, etc. Mais on a arrêté de nous demander de faire des rapports toutes les 2 secondes sur quel indicateur je remplis, comment ça évolue. Et ils disaient en fait on a arrêté toute la paperasse puisque évidemment on pouvait plus, on avait trop de personnes à soigner et ça nous a sauvés puisque maintenant c'était nous qui disions quel était notre besoin et comment on devait faire notre travail. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Enfin, l'hôpital public a tenu grâce à ses agents et grâce aux agents de terrain, quoi, grâce aux soignants. Et on le voit aussi dans les grands chantiers informatiques, ça c'est pas lié spécifiquement à la crise, mais dans les grands chantiers informatiques, nous on a plein d'agents publics qui nous disent, moi ça fait des années que je dis à mon grand chef que le chantier va dans le mur parce que le prestataire qui conduit le chantier ne connaît pas du tout notre travail et donc il fait n'importe quoi. Ça implique des dépenses de plusieurs millions d'euros et ensuite à la fin du projet, on se rend compte que le prestataire n'a pas conduit le projet comme il aurait fallu, mais si on avait écouté les agents intermédiaires pendant les années de conduite du projet, on aurait sauvé beaucoup d'argent et aussi beaucoup de temps. Et enfin, à notre sens, il faut réfléchir à la question du statut de la fonction publique, et j'espère que ce n'est pas mon voisin de gauche qui va me contredire. On pense aussi que le débat sur le futur de la fonction publique doit être lu à travers la question de la confiance. On considère qu'on n'est pas arc-bouté sur le statut, rien que le statut, il faut préserver le statut tel qu'il a toujours été. Enfin, voilà, on peut réfléchir à des évolutions du statut, mais ce qui nous semble absolument fondamental de préserver, c'est les conditions qui permettent d'assurer une forme de loyauté et d'attachement des agents vis-à-vis du service public. Les agents publics ont des devoirs, des suggestions, mais ils ont aussi des garanties. Ils doivent avoir des garanties afin de s'assurer qu'ils déroulent un parcours au service de l'intérêt général. Or, si on les méprise, si on les paye mal, si on les protège pas, et ça c'est important, ils partiront du service public et donc on aura des agents qui seront beaucoup moins, des agents ou pas, des agents publics ou pas, beaucoup moins l'intérêt général comme boussole de l'ensemble de leur carrière. Et donc j'en conclurai sur ces mots. Merci beaucoup. Eh bien, merci.